Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le lundi 12 mai, il est 15h15 et les indices ouvrent sur une hausse significative sur fond d'accord commercial entre la Chine et les États-Unis notamment. Merci à toutes et à tous de liker et de partager ce contenu comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des marchés. Un début de semaine donc sur une hausse effectivement significative. On est un peu plus en demi-teinte sur le DAX aujourd'hui, qui vient quand même de marquer un record historique. On est pour l'instant en train de saluer donc cet accord attendu entre la Chine et les États-Unis et des droits de douane qui sont bien inférieurs à ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines. Pas de commentaires sur le sujet. On accompagne et nous on essaie de lire le marché. Le but n'est pas de faire de polémique. L'intérêt sur les marchés dérivés en ce début de semaine, eh bien on va voir comment il est construit aujourd'hui, si cette hausse est enfin un peu étayée. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les mouvements qu'on a connus depuis une semaine, mais ça reste encore très très divergent entre la hausse du marché et le comportement sur les futurs. Hein. Alors, je le disais, hein, cette lecture des positions ouvertes nous aide à savoir quelle est la teneur, quelle est la construction du marché. Est-ce que de gros acteurs ont accompagné le mouvement? Manifestement non. Reste que quand même sur pas mal de dossiers, il se passe des choses, aux États-Unis bien entendu, chez nous aussi. Il y a quand même de belles recoveries et des choses qui se mettent en place sur d'autres titres. On va faire un tour global de quelques secteurs, forts ou moins forts. On va regarder aussi quelques valeurs intéressantes qui se comportent bien, grosse capitalisation, et puis toujours les petites et moyennes capitalisations qui nous intéressent particulièrement en ce moment. Il y a quelques dossiers à regarder de près, et puis on va s'intéresser aux matières premières aussi, puisqu'il y a un rebond significatif de notre ETF Como, qui, eh bien, comme on le présentait, a formé un petit contre-pied la semaine dernière. Pour ce qui est de l'intérêt, donc sur les marchés dérivés, pour revenir en détail dessus, eh bien, sur une semaine, le S&P a progressé, a légèrement baissé de 0,47%, la position ouverte a baissé aussi. Donc pas eu de pression baissière, ça c'est l'élément intéressant qu'on peut avoir, mais on n'a pas, dans un sens comme dans l'autre, même au cours des séances de hausse, de soutien acheteur. L'intérêt reste quand même en bas. On entame une semaine technique, une semaine d'échéance des marchés dérivés qui se tiendra vendredi prochain. Ça peut amplifier certains mouvements, d'autant plus que le contexte et l'heure sont à la volatilité. En revanche, depuis les dernières échéances des marchés dérivés, sur le S&P, on valait 5158 points, on vaut 5659 points, et on avait 2 225 000 contrats ouverts, on n'en a plus que 2 120 000. Donc toute cette hausse, elle s'est formée avec une absence d'intérêt. Si on regarde l'Eurostoxx, on a un comportement un peu similaire. Alors, on n'a pas baissé autant en termes d'intérêt, mais on valait 4 961 après l'échéance du 17 avril. On clôture la semaine dernière à 5 309 points, donc près de 400 points de hausse, 350 points de hausse. Et on avait 2 385 000 contrats ouverts. On clôture vendredi dernier à 2 373 000. Donc encore une fois, baisse d'intérêt. Et sur la semaine dernière, sur la seule semaine dernière, on a près de 90 000 contrats qui ont été fermés. On valait 5 285 sur l'Eurostoxx. On clôture la semaine en hausse de 20 points, 25 points à 5 309. Et le nombre de contrats passe de 2 466 à 2 373 000. Donc pareil, déficit d'intérêt. Et quant à l'indice CAC 40, là c'est le sommet. On a toujours 140 000 contrats ouverts en totalité sur l'ensemble des 140 500 contrats ouverts. C'est vraiment la peau de chagrin. On avait commencé l'échéance des marchés dérivés du 17 avril avec 149 000 contrats ouverts. Donc un déficit d'intérêt énorme alors qu'on a quand même progressé très très significativement. On est passé de 7 326 à 7 743 points. Et sur la semaine dernière, l'intérêt, c'est la même chose. Donc on a toujours cette divergence d'intérêt qui m'interpelle. Maintenant, comme je vous le disais, on travaille dans le sens des prix, c'est le graphique qui compte le plus. Et donc, pour l'instant, ça reste haussier. On a débordé des niveaux, on s'approche des cibles graphiques et on est installé au-dessus de ces niveaux-là. Par ailleurs, du côté des couvertures dans les portefeuilles, si à Wall Street, enfin sur le S&P, on reste à un ratio de couverture équilibré, on est à 1,08. Je rappelle que l'équilibre, enfin les extrêmes commencent à 0,80 où on commence à être trop optimiste et 1,20 où on est pessimiste. Donc 1,08, on est vraiment entre deux. Ça reste un ratio put-call qui est équilibré. En revanche, sur l'Eurostoxx, là, on atteint des extrêmes, 0,65 de ratio put-call. 0,65, on n'avait pas connu un ratio put-call de cet ordre-là depuis la fin mars dernier. Alors, je ne dis pas par là que comme on a un ratio put-call très optimiste, on aura des mouvements équivalents à ce qu'on a connu après la fin mars, mais
Je dis qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un grain de sable dans ce marché et qu'on enregistre quand même beaucoup de complaisance. Sur l'indice CAC 40, c'est encore plus marqué. On est à 0,48. 0,48, je n'ai pas enregistré un ratio aussi faible depuis février dernier. Vous voyez que ça n'a pas empêché le marché de continuer à monter. Mais à mon sens, vigilance quand même dans ce contexte où même si on passe des niveaux, il ne faudrait pas décevoir les opérateurs et surtout ce marché, cette construction qui, à mon sens, reste peu étayée, même si on est haussier pour l'instant, donc on suit ce mouvement, on l'accompagne. Des éléments pour le calendrier de cette semaine qui va être un peu moins chargé, mais ça va être surtout sous le signe de l'inflation américaine cette semaine. On aura donc l'indice des prix à la consommation corps mensuel demain mardi. On surveillera les publications d'EFAGE. Mercredi, indice d'inflation pour l'Allemagne, l'indice des prix à la consommation aussi. Bouygues et Alstom qui publieront. On avait le mouvement haussier qu'on avait un peu anticipé se confirme sur Alstom, mais on surveillera les publications de mercredi, donc prudence à ceux qui sont rentrés sur le titre. Jeudi, indice des prix à la consommation, donc inflation française. Et puis, on aura les ventes au détail et les prix à la production aux États-Unis. Donc, chiffre d'inflation, toujours complémentaire, le trio, indice des prix à la consommation, suivi des ventes au détail et des prix à la production. Donc, qui seront surveillés de près jeudi. Et puis, Engie qui publiera à Paris et Walmart à Wall Street, toujours intéressant sur la santé de l'économie. Et puis, on terminera cette semaine donc sur l'échéance technique des marchés dérivés du mois de mai. C'est une échéance mensuelle, ça n'est pas une échéance majeure, mais on sait que ça peut bien entraîner pour des questions d'arbitrage, des mouvements plus significatifs, des mouvements de contre-pied au débordement ou à la rupture de certains niveaux. Or, on est dans un contexte d'annonce, on est dans un contexte de volatilité quand même globale, même si le VIX se détend. Et donc un contexte, à mon sens, encore une fois, de vigilance au cours d'une semaine technique. On va aller voir tout de suite nos grands indices. On va commencer comme toujours par le S&P 500 que je vous affiche dès maintenant à l'écran. Je vais vous l'afficher d'abord en hebdomadaire pour aller montrer ce magnifique doji d'indécision hein, de la semaine du 5 mai avec, je vais zoomer dessus, voilà, un cas d'école d'indécision, hein, le marché n'a pas toujours de direction claire, et donc pour l'instant, évidemment, l'indécision se traduit par un mouvement probablement haussier hein, sur les futurs. On est nettement en hausse sur le S&P, on cote en pré-ouverture à quelques minutes de l'ouverture aux alentours des 5000. 830 points, donc on est nettement au-delà de notre plafond de verre à 5770. On devrait ouvrir donc en direction de ce premier niveau de résistance ici, dont je n'ai pas affiché le prix, c'est rectifié, 5834. Donc vous voyez, on est déjà pile parfaitement à ce niveau-là, avec un nouveau gap haussier, donc l'indécision, le doji de la semaine dernière, se traduit par un mouvement qui se poursuit à la hausse pour l'instant. On va zoomer en journalier pour aller voir les enjeux graphiques. Donc on va ouvrir à Wall Street avec un gap important, un gap très significatif, au-delà de notre zone et notre plafond de verre de 5686, donc on a bien débordé le niveau. On a comme pivot dans cette zone 5686, 5880, 5770, et on ouvre proche déjà de la borne haute à 5834. Alors, est-ce qu'on va avoir encore une fois le momentum pour poursuivre? On peut toujours se poser la question. Encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est la partie graphique. Reste qu'on va avoir un très très sérieux gap manifestement à l'ouverture que je vais afficher par anticipation. Voilà l'ampleur de ce gap hein, haussier pour débuter la semaine. Donc attention, encore une fois, à des mouvements de contre-pied. Attention aussi à un gap qui pourrait devenir un gap d'épuisement. On avait formé un gap de rupture ici avec cet Island Reversal qu'on avait commenté. Gap de continuation qui nous avait été indiqué ici et comblé ensuite. Et donc, bien, la cible avec la théorie des gaps nous donnait comme cible idéale la duplication du mouvement par le haut. Donc on a encore un peu de marge pour poursuivre et ça nous donne aussi cette cible à 5880. Donc encore du potentiel haussier et la séance pourrait se terminer et pourquoi pas aux alentours de ces niveaux-là. Attention à ce nouveau large gap laissé ouvert ici. Premier niveau d'alerte, bon intraday ce sera 5770 et encore. Le retour sous 5686 ce serait plus inquiétant. L'alerte de court terme, elle est maintenant, je vais vous la réindiquer en hebdomadaire. L'alerte de court terme, je l'ai remontée ici
à 5492, l'alerte de moyen terme à 5258, on en est très loin pour l'instant, et donc les cibles, vous les avez ici, 5880, la prochaine cible après l'ouverture, après le cours d'ouverture aux alentours de 5834, et pourquoi pas 5969 et retour vers les tops. Pour l'instant, on reste haussier, mais voilà les niveaux à surveiller et à préserver que vous avez une nouvelle fois ici. Donc 5686, premier warning un peu sérieux, retour sous ce gap qui deviendrait donc un gap d'épuisement. On n'y est pas encore pour l'instant, on vise 5880 manifestement en ce début de séance. On va passer tout de suite au Nasdaq comme toujours. Évidemment, comportement identique à attendre à l'ouverture pour le Nasdaq. On est pour l'instant sur le futur en hausse à 20 854 points. Donc on se situerait ici aussi avec un très très large gap haussier. Aussi sur le Nasdaq, nouveau gap, donc gap de rupture, gap de continuation. Et un troisième gap ici, attention à ce qu'il ne soit pas un gap d'épuisement. On a eu aussi un gap ici qui a été comblé ensuite. Hein, donc plusieurs gaps dans cette séquence haussière, des marchés qui se forment aussi sous forme d'accélération assez brutale. La cible idéale, on le rappelle, c'est ce niveau de 21 750. Je ne reviens pas sur la structure en ta séance en détail qu'on avait commenté plusieurs fois et qui était le scénario bien haussier au débordement de 19 120 avec ce throwback ici. Donc pour l'instant, aux alentours de 20 830 pour l'ouverture sur le Nasdaq et encore du potentiel manifestement pour aller rallier les plus hauts. Voilà, même si on constate aussi un petit déficit de volume. Hein. Regardez les volumes depuis le 11 avril sur le Nasdaq, vous verrez qu'ils sont quand même pas énormes globalement et inférieurs à la moyenne. Mais pour l'instant, c'est haussier. Notre VIX nous dit que tout va bien et qu'on entre, on est nettement en zone de vigilance, on avait laissé ce large gap qui sera comblé un jour, je vous disais à plus ou moins brève échéance, manifestement ça s'éloigne, et certains gaps mettent plus de temps à être comblés que d'autres. Notre cible idéale à 20-22 a été testée ce matin à l'ouverture, enfin après l'ouverture, après un retracement, mais on ouvre donc sous la cible idéale, hein, je vous rappelle la théorie des gaps valable dans le sens baissier aussi et sur le VIX, donc qui a bien fonctionné, qui nous a donné cette cible à 20-22, qui est enfoncée cette fois-ci, c'était une cible minimale, et on ouvre la semaine avec un gap baissier sur la volatilité en direction manifestement de 18,36. Attention au comblement de ce gap et au retour au-delà de 23,35 qui serait un signe de warning pour l'instant. On est bien en train de se détendre avec une volatilité à 19,43 qui a ouvert sous notre niveau cible et qui a été le chercher parfaitement sur un petit repli. Pour l'instant, ça reste donc baissier sur la volatilité. On accompagne ce mouvement. En Europe, on va aller voir notre indice DAX pour commencer la semaine, avec un DAX qui a formé un nouveau gap et qui est presque en train de le combler pour l'instant. Donc je vous disais, manque de momentum sur le DAX, même si on a formé un nouveau plus haut historique à l'ouverture, peu après l'ouverture. Pour l'instant, on n'est plus qu'en hausse de 0,19% sur le DAX, ça reste quand même lourd, et on va regarder de plus près si notre gap est comblé, plus haut à 20 543,27, plus bas à 20 552. On n'est pas loin de le combler, ce petit gap. Attention à ne pas s'installer en dessous. Ça deviendrait, dans ces cas-là, éventuellement un gap d'épuisement. C'est le niveau de rupture de 23 485 qui serait dangereux. Premier niveau d'alerte intraday avec un petit retracement pour l'instant. Il n'y a rien de méchant. Les ranges, je vous les redonne ici. Hein, c'est 22 765. Le gros niveau de support, donc qui donnait le range 22 765, 23 695. On a été testé et débordé ce niveau, on l'a réintégré, ça reste un gros plafond de verre sur le DAX, hein, même si c'est au-delà de plus haut historique. Manifestement, il faudra se réinstaller au-dessus pour aller chercher la cible suivante, 24 635. Pour l'instant, ça cale un petit peu, on est peut-être un peu en train de vendre la nouvelle aussi. Donc 23 485, première alerte, niveau de support important 23 200 et retour sur le bas du range 22 765. Ça, ce serait une première alerte un peu significative avec un comblement de gap et un mouvement plus baissier qui se mettra en place. On n'a pour l'instant aucun élément dans ce sens-là, si ce n'est que le DAX, c'est bien au moment où on se parle, ne prend plus que 0,09. On retrace quand même une grosse partie de la hausse du jour. Donc encore une fois, des mouvements techniques, un manque de soutien, un manque de densité
que je vous décris et qui se traduit par un essoufflement, hein. On prenait un 75% à l'ouverture, enfin sur les plus hauts de ce matin sur le DAX. Donc revenir à l'équilibre, c'est quand même un signe de fragilité. On va aller voir notre indice Eurostoxx avant de s'intéresser au CAC 40. L'Eurostoxx, il reste un petit peu plus solide, un peu plus haut. Il a formé moins de gap, mais on a quand même toujours ce gap qui est resté ouvert ici. Celui-ci a été comblé, celui-là reste ouvert aussi. Pour l'instant, on va buter sur notre cible graphique à 5424,38 qu'on avait indiqué, plus haut 5421, on n'en était pas loin, ça cale un petit peu. Ce que je voulais vous indiquer, c'est que du côté des marchés dérivés, on a un intérêt à des éléments intéressants puisqu'on entame une semaine technique. Je vais toujours voir l'état des positions ouvertes sur les options. Or, ce que nous indique la position ouverte sur l'Eurostoxx, et on fera la même chose sur le CAC 40, c'est que manifestement, on n'a pas d'intérêt. Les opérateurs ne s'attendent pas à ce que l'Eurostoxx dépasse 5400 points cette semaine. Or, on voit bien que au cours de cette semaine d'échéance. Donc on voit bien qu'on a buté sur ce niveau quasi parfaitement, un tout petit peu au-dessus, et qu'on retrace un peu. On vaut 5383 à l'instant. Alors, encore une fois, c'est une zone d'intérêt, ce n'est pas un signe de rejet ou de baisse en soi, mais ça peut l'être. Et en revanche, si le niveau était débordé, franchement ou en clôture, eh bien, on pourrait dans ces cas-là avoir une accélération haussière brutale, puisque eh bien, les opérateurs et les arbitragistes qui n'ont pas envisagé ce mouvement vont devoir se hedger, s'équilibrer pour eh bien, ajuster leur position au-delà d'un niveau qui n'avait pas été envisagé. Or, ça semble être le cas ici. On peut dire aussi qu'on a comblé dans le mouvement de ce matin le petit gap laissé ouvert le 27 mars dernier. Donc, on a comblé toute cette série de gaps baissiers qu'on avait ouverts au cours de la longue séquence de baisse. Donc, un marché qui arrive à aussi des niveaux cibles importants. Il faut vraiment se réinstaller au-dessus pour bien éloigner le risque de retracement. Pour l'instant, 5327, c'est le premier niveau de support. 5228 ensuite, vous l'avez sous les yeux, qui sont d'ailleurs en vert normalement. Le marché est monté vite. Je n'ai pas ajusté mes niveaux. Je le fais avec vous. Voilà, donc premier niveau de support, l'alerte, elle viendrait donc à la rupture de 5327, la première alerte, et l'alerte de moyen terme, elle est lointaine, on peut la remonter un petit peu, à mon sens, puisqu'on a quand même bien progressé. Il faudrait, alerte de court terme, pas repasser sous ce niveau de 5228, puisqu'on risquerait d'aller combler ce gap, et surtout d'invalider la sortie de cette oblique baissière et de cette franche réactivation haussière pour l'instant. Donc alerte de court terme, alerte de moyen terme ici, et les cibles et les extensions, en revanche, en cas de débordement, si on accélérait, 5544, niveau des tops, pas historiques mais récents, et de long terme sur l'Eurostoxx, et puis ensuite des extensions à 5661, 759. En tout cas, si on passe le niveau, ça pourrait être un mouvement un peu puissant à surveiller. Au moment où on se parle, le DAX est passé négatif, donc vous voyez, c'est quand même étonnant ce déficit d'intérêt sur l'indice allemand, probablement lié à quelques valeurs. Et en revanche, à Paris, l'intérêt sur l'indice CAC 40 cash ne se dément pas. On ouvre avec un nouveau gap haussier, 1, 2, 3, 4 gaps incomblés sur l'indice CAC 40. Celui-ci l'avait été... non, il n'avait pas été comblé non plus, autant pour moi. Donc 5e gap d'affilée sur l'indice CAC 40, et ce petit gap qui est resté entrouvert, ouvert à l'espagnolette, avec un plus bas à 7723,14 pour un plus haut à 7719. Il reste 4 points dans ce petit gap ici, qu'on pourra marquer aussi. Je ne vous embête pas avec ça pour l'instant. La cible idéale, c'est 7950. On avait bien buté sur la cible idéale du rebond et cette grosse résistance à 7740, c'était le plafond de verre, mais l'accélération se produit. Évidemment, le CAC 40 profite du gros rebond du luxe en ce début de semaine. On va aller faire un tour sur quelques titres du luxe, en tout cas notamment LVMH et Kering. Donc voilà pour l'indice CAC 40 cash. Je voulais vous montrer le futur en 14 heures comme toujours pour ceux qui le traitent en trading. On a ouvert avec un nouveau gap ce début de semaine. Pour l'instant, on est largement au-dessus. 7726 était le petit plafond de verre, on l'avait dit, mais on l'a débordé en gap. On accélère en direction de 7808 débordé. 7893 est la nouvelle résistance intermédiaire. Et 7992, la cible idéale, pourquoi pas. Sur l'indice CAC 40 aussi, on a ce plafond de verre. Et ça, c'est sur l'indice cash que je vais vous le montrer, à 7800 points. On n'avait manifestement pas envisagé de déborder ce niveau. Pour l'instant, on est installé au-dessus. Si le mouvement se prolongeait, et eh bien, au-delà de ce niveau de 7800, eh bien, on pourrait avoir assisté à une accélération encore significative. C'est peut-être aussi pour ça que l'indice CAC 40 tient mieux en dehors du secteur du luxe. Maintenant, quelques valeurs ou quelques ETF que je voulais vous montrer. On va commencer par quelques trackers. Pour commencer la semaine, notre tracker
MMS Amundi Small Caps qui en journalier ouvre avec un nouveau gap haussier. On avait bien indiqué ce mouvement fort des petites et moyennes capitalisations. Et bien ça se confirme, on déborde ce gros niveau de 361,40 et on prend bien la direction de 389,10 avec un gap en plus pour commencer cette semaine. Nouveau signe de force et un 2, troisième gap d'affilée, troisième gap d'affilée autant pour moi sur le TF Amundi Small Caps. L'indice CAC Small, lui aussi, est bien installé maintenant en clôture hebdomadaire et pour commencer la semaine au-delà de son oblique baissière de long terme et au-delà de 11 860. On a donc bien un indice des petites capitalisations françaises qui surperforme nettement. Je voulais vous montrer parmi d'autres trackers, on va le faire un petit peu dans le désordre, mais un autre ETF pour travailler ces petites capitalisations. J'ai trouvé l'Amundi Europe Mid Caps cette fois-ci, qui lui aussi a un parcours aussi assez significatif. Il ouvre en hausse. Je n'ai pas tracé les intérêts graphiques dessus, mais je voulais vous le proposer pour ceux qui veulent diversifier. Donc le code, c'est, je vous l'indique à l'écran, CEM. CEM, vous l'avez à l'écran, donc qui permet de travailler les moyennes capitalisations européennes. Et vous voyez que le parcours est bien haussier aussi. On est même en train de déborder un top de long terme, voire un top historique sur cet ETF. Et donc, voilà, une possibilité d'arbitrage intéressante avec cet ETF qui a un parcours très nettement haussier. Je peux graphiquement aller vous donner les premières bases et cible graphique dessus. J'aurais dû le faire avant, mais c'était surtout pour vous montrer le produit. Voilà, on avait ce range ici, avec à mon sens fausse sortie réintégration. Et cette fois-ci, on le déborde franchement. Donc on peut envisager la duplication du range par le haut et avoir en mire cette cible graphique à 151,30 idéalement, donc encore de la place du potentiel pour cet ETF qui permet de diversifier et de travailler sur les petites et moyennes capitalisations et les moyennes capitalisations européennes. L'Inde aussi qui réagit pas mal ce matin, un ETF INR, ETF India, qui ouvre en gap. On avait un canal haussier de long terme, rupture, on est allé chercher ce gros niveau de support à 25,84 et on déborde la ligne de coût de cette structure. Alors je vais changer un peu mon niveau à 29,14. Peut-être aussi un moyen d'arbitrer avec un indice indien et de jouer cette thématique avec comme cible un niveau situé entre 32,47 et puis les tops, la résistance à 32,86. On réactive et on commence la semaine avec un large gap haussier. Donc c'est intéressant pour débuter cette semaine. Autre ETF que je voulais vous montrer qui a un comportement et des divergences qui sont intéressantes, c'est l'ETF MSCI Brésil. Alors il y a beaucoup de points, pourquoi? Parce que j'ai aussi détecté, en plus d'un canal haussier de long terme qu'on a réintégré, on en avait déjà parlé de ce canal, de la tentative d'enfoncement puis de réintégration. Cette fois-ci, on l'a réintégré franchement manifestement en ce début de semaine. On déborde l'oblique baissière aussi qui avait fait échec plusieurs fois. En tout cas pour ce début de semaine, avec un gap haussier. Or, je vais supprimer les canaux et vous montrer la vague de Wolf, la ligne de tendance baissière aussi, je la supprime, et la vague de Wolf qui s'est mise en place sur cet ETF. Donc vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 de baisse et l'oblique 1, 3 a bien été enfoncé et réintégré. On voit cette petite mèche, mais on l'a réintégré. Je l'ai repéré assez tard, mais ça donne encore du potentiel haussier pour aller chercher donc l'oblique formé par les points 1 et 4. Donc aller chercher cette oblique haussière sur le MSCI Brésil, dont le code est RIO, R-I-O, et qui représente donc l'indice Bovespa, l'indice brésilien. Donc manifestement, un peu d'intérêt et une diversification qui est à surveiller. Parmi les ETF en forme, j'ai repéré le secteur de l'énergie avec l'Amundi ETF New Energy, les énergies nouvelles,
avec un ancien range 24,50, 28,12 qui avait été enfoncé, qui a été réintégré, et la semaine dernière est débordé, réintégré franchement cette fois-ci en gap haussier. Donc pourquoi pas évoluer à l'intérieur de ce range pour l'instant. On n'a pas de figure de retournement à proprement parler dans l'immédiat sur cet ETF, mais une réintégration de range, et donc pourquoi pas aller chercher la borne haute du range, un ETF qui est très en retard et qui sous-performait nettement, mais qui depuis le début du mois de mars surperforme un peu et est en hausse de 3% aujourd'hui avec un gap haussier, donc un intérêt manifestement de ce côté-là, et mon ellipse qui n'a plus lieu d'être maintenant. Voilà, donc si on arrivait ensuite, pourquoi pas, à déborder ce range, bien on irait chercher le range suivant et un niveau de résistance intéressant à 31,84. On n'y est pas encore, mais ça surperforme en tout cas de ce côté-là. Voilà ce que font les grosses mains, en tout cas les gros acteurs du marché. Ça vous permet aussi éventuellement d'aller chercher des valeurs dans ce secteur si vous voulez aller plus dans la granularité du mouvement. L'ancien Lyxor Oil and Gas, qui s'appelle maintenant la Mundi Stocks Europe Energy, donc composé de valeurs liées à l'énergie, eh bien, rebondit aussi, surperforme plus récemment, lui, depuis la mi-avril. Évidemment, le rebond du pétrole joue dans ce sens. Et donc, on accélère en direction de cette résistance. Si on dézoome en mensuel, on a une configuration de rebond significatif avec la tentative de déborder cette grosse résistance historique. Et donc, pourquoi pas d'aller chercher des cibles et des extensions en direction de 65,55, 71,86. Ça peut être des thématiques intéressantes en cas de rebond des matières premières. Et justement, à ce propos, l'ETF Como, donc l'ex-Thomson Reuters CRB, qui s'appelle maintenant Amundi BBG Equal Weight, Bloomberg Equal Weight, est en train de se réattaquer à l'oblique baissière de long terme, testé donc depuis juin 2022, qu'on avait retesté en mai 2024 et novembre 2024. On est en train de recoller à ce niveau pour l'instant, alors en mensuel précisément, et en hebdomadaire, vous voyez qu'on a ouvert avec un large gap, avec un rebond assez significatif en fin de semaine dernière. Et donc, on teste cet oblique, le prix ne s'est pas arrêté n'importe où, et le petit triangle qu'on avait détecté avec la fausse sortie indiquait un mouvement intéressant. Je rezoome en journalier. Toujours ce que font les indices est toujours intéressant, hein. Fausse sortie par le bas et contre-pied le lendemain. Ce que le marché ne fait pas ou invalide, c'est souvent un mouvement de contre-pied par la suite, et c'est ce qui se met en place. Alors attention, on a déjà pas mal accéléré, on ouvre avec deux gaps d'affilée. Pour l'instant, ça reste haussier tant qu'on est au-delà de 22,51, mais attention à des contre-pieds sur les matières premières qui sont, comme vous le savez, très spéculatives et très volatiles, mais du mieux sur cet ETF. Je supprime mon triangle maintenant, qui nous gêne plus qu'autre chose, puisqu'on en est sorti par le haut. On surveillera quand même cet oblique comme niveau d'appui éventuel dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Mais voilà, l'enjeu, ça va être de déborder cet oblique formé par les points hauts que je vous ai indiqués, avec 23,61 comme résistance, et puis ensuite 25,26. Pourquoi pas à déborder. On va aller s'intéresser maintenant à quelques valeurs, mais comme j'ai fait la transition sans passer par un des ETF, c'est l'ETF UTI des utilities. Vous savez que le secteur des utilities avait le vent en poupe jusqu'à la mi-avril. Il a atteint sa cible idéale et la borne haute d'un canal haussier de long terme après un parcours et une surperformance solide. Attention à cette pénétrante, hein, la bougie de la semaine du 5 mai, cette couverture en nuage noir, autant pour moi, la pénétrante, c'est dans l'autre sens, couverture en nuage noir, on ouvre au-dessus et on termine autour ou sur la médiane de la bougie de la semaine précédente, et ça se confirme cette semaine où on perd en 79. Donc le mouvement n'est pas violent, mais ceux qui avaient payé ces secteurs peuvent peut-être prendre un peu de bénéfice en haut de ce canal haussier de long terme, hein, qui est actif depuis 2022 maintenant, et donc qui a été très propre et très bien travaillé. On le voit à plusieurs reprises ici. Donc voilà, peut-être un secteur qui va sous-performer un petit peu, contrairement aux autres. On va aller voir quelques valeurs, comme je vous l'avais dit, notamment des grosses capilles, et puis quelques petites ensuite. C'est Kering, dont on pressentait qu'elle pouvait rebondir, on l'avait évoqué ensemble, sur la borne basse de son biseau, de son ancien biseau, sorti par le haut, et puis on retourne chercher la borne basse du biseau, et l'accélération haussière se met en place. Quand on zoome en journalier sur le titre, on a
vais évoquer cette possible structure en tasse et anse, la tasse puis la anse, on accélère au-dessus de la ligne de coup. Ça donne, avec un gap haussier, eh bien, une cible qui est située entre 213 et 218 pour Kering, donc un mouvement haussier qui a l'air de se matérialiser pour un titre très très en retard et qui a testé des niveaux de très long terme, hein. Je vous rappelle que Kering, si on dézoome en mensuel, on est allé sous des niveaux qui dataient de 2017. Donc ce plafond de verre à 194 à réintégrer et peut-être encore une fois une recovery pour un titre dont la hausse ne se dément pas pour l'instant. Autre titre du luxe que je voulais vous montrer, L'Oréal, on l'avait commenté ensemble. Le parcours reste haussier, on est à 393,45. On a bien débordé ce niveau de 386,40. On ouvre contre cette résistance après avoir oscillé un peu autour la semaine dernière. Et pour l'instant, on prend le chemin d'aller chercher 407,20 et pourquoi pas 431. Donc un parcours qui reste haussier pour un titre fort, même si on a déjà atteint des premières cibles. La cible, pardon, la première cible, puisque c'était la cible du range d'avant, autant pour moi, on avait détecté ce double bottom, validé à la sortie, et donc la cible idéale se situe à 407,20, donc encore de la place pour L'Oréal cette semaine. Et puis LVMH, sur lequel je suis plus mitigé, même si le titre est en hausse aujourd'hui. LVMH, il va falloir confirmer, pardon, voilà, j'ai refait le graphique pour vous avec les niveaux majeurs. LVMH graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux. Et le titre qui a rompu cette oblique de long terme, c'est ça qui me rend encore sceptique sur le titre. On n'a pas de figure de retournement haussière, on vient retester ce niveau de 530 après une large sous-performance. On remonte aujourd'hui, certes avec un peu de volume, mais ça n'est pas encore gigantesque, donc il y avait un coup spéculatif à faire pour moi encore sur le titre. On avait préservé ce niveau de support à 463,50 et construit donc cette petite tasse et anse. On est déjà pas loin de la cible à 530 et on voit qu'il y a déjà un petit peu de rejet contre ce gros niveau qui va être clé. C'est la réintégration pour moi de 561 en clôture qui donnerait le là à l'invalidation d'un mouvement baissier de long terme, donc à poursuivre et du mieux à confirmer. Pour LVMH, STM, on l'avait évoqué, eh bien ça se poursuit. J'espère que vous en avez profité. STM qui avait réintégré le canal baissier de long terme et formé aussi, lui, de la même façon, cette tasse avec une petite anse. C'est toujours des bons signaux, une accélération haussière, une latéralisation et puis la sortie haussière qui est positive avec un gap haussier pour commencer la semaine. La cible idéale de ce mouvement, elle se situe à 23,85. Ce sera déjà pas mal. Donc un mouvement qui ne se dément pas sur STM qu'on avait regardé et anticipé ensemble. Je voulais vous montrer Stellantis, pour lequel j'ai été un peu pessimiste en fin de semaine dernière, je le reconnais, puisque je n'avais pas vu cette même configuration en tasse et anse. Donc accélération haussière, latéralisation, et on sort par le haut. La cible idéale de cette structure donne 10,372. C'est important d'aller réintégrer cette cible-là, puisque je vous rappelle que c'est 10,03, la cible idéale, entre guillemets, du mouvement baissier qui avait été déclenché en juin-juillet dernier. Donc après un an quasiment de baisse, le titre se reprend. Ça reste une configuration de court terme sur le titre, à mon sens. Donc on a encore un peu de potentiel à suivre à la hausse sur Stellantis. Mais c'est une petite structure, on n'a pas de grosse figure de retournement encore pour invalider le mouvement. Vous voyez la structure de retournement baissière qu'on avait largement commenté ensemble pour ceux qui suivent depuis longtemps, sous cette épaule, tête-épaule, eh bien, qui est complètement décalée maintenant avec les dividendes. Voilà. Donc la structure de retournement, elle était gigantesque, elle s'était formée sur plusieurs mois. La structure de continuation à la baisse aussi, vous voyez que pour l'instant, ça n'est qu'un rebond dans une tendance baissière. Il y aura du mieux à construire peut-être pour le titre. Deux titres qui font le même genre de configuration aussi, ce sont Valeo et Forvia, qui reviennent de très loin, évidemment, mais à surveiller parce qu'on a de la divergence. Les prix ont formé des plus bas ici, des plus bas de plus en plus bas ici et là, pas les oscillateurs cette fois-ci, donc il y a un petit contre-pied qui se met en place et un mouvement haussier qui manifestement ne se dément pas non plus sur Valeo, qui vient tester 9,66, alors on vient de très très loin sur Valeo. Est-ce que je voudrais m'assurer que je ne suis pas en échelle? Non, je suis bien en échelle linéaire, pardon, je change parfois, je voulais m'assurer que ce ne soit pas le cas. Valeo, on vient de très loin, hein, c'est un bon mouvement baissier, j'avais
plébiscité un moment à tort, eh bien voilà, on a quand même cette bougie, ce marteau en bas de marché en mensuel, et puis cette accélération haussière qui se confirme. On a de gros niveaux à réintégrer, 10,62, 10,95, 11,50 pour aller reformer un parcours haussier. Mais la structure, quand on la regarde en journalier, est équivalente aux autres. On a bien eu ce mouvement de V avec latéralisation et accélération, toujours tasse avec la petite once derrière, ouverture en gap et les cibles idéales qui se situent ici. Donc tant qu'on est au-dessus de la ligne de coup, on est donc au-delà de 9,11, 9,15, pardon, et bien tant qu'on est au-delà de 9,15, ça reste haussier, mais il peut y avoir un peu de retracement, de latéralisation, avec un titre qui prend déjà 7,61%, mais un mouvement intéressant. Forvia a aussi un peu le même genre de configuration, ça se détend beaucoup du côté des équipementiers automobiles, des cibles de long terme. Ils ne sont pas utiles. Même configuration, hein, creux, latéralisation, gap et hausse. Donc pour Forvia, le parcours sera peut-être moins long, mais le débordement de la ligne de coup ici nous permet donc de viser la duplication de cette structure avec une cible idéale située à, je vais la mettre en rouge, ce sera plus lisible, à 9,19. Voilà pour les quelques grosses capis que je voulais vous montrer. On va aller voir quelques petites capitalisations ensemble. Attention, un titre qui est hautement spéculatif et qui bien, a aussi le même genre de structure. Toujours, hein, on voit que le marché fonctionne par mode régulièrement et bien, on reconnaît la même configuration sur Eramet que sur les autres valeurs. Eramet que vous avez ici, graphique en journalier. Je dézoome un instant, Eramet en hebdomadaire. Pour vous montrer la photographie, Eramet s'était installée sous ce gros niveau de 59,80 qu'elle avait systématiquement préservé depuis 2022. Elle avait accéléré, tenté de le réintégrer, puis plongé dans ce mouvement de baisse. Eh bien, on remonte doucement et on repasse au-delà de ce niveau de support intéressant pour débuter la semaine à 51,70. Il faut préserver ce niveau pour pouvoir, on va aller zoomer sur la structure. Je vais enlever mon niveau ici. Voilà, à 51,70, bon, on voit que le momentum est moins fort, mais le volume a été un peu significatif sur le titre. Donc là, on est moins loin des prix d'entrée. Attention, Eramet, hein, qui est très lié aussi à des facteurs politiques et géopolitiques. Donc important. Je suis en train de regarder la ligne de coup, elle se situerait plutôt ici quand on zoome en journalier. Voilà. Et donc, en revanche, tant qu'on est au-delà de 51,20, eh bien, une recovery intéressante pour Eramet qui pourrait aller donc s'attaquer à ce niveau de résistance et cette cible à 63,70. Un parcours à confirmer, encore une fois, ce n'est pas le titre le plus fort pour le moment, mais la configuration est la même que les autres, comme vous l'avez constaté. Je voulais vous montrer Arkema. Arkema qui fait l'objet d'une recommandation aussi ce week-end, mais qui a détecté, en plus d'être en hausse de 7,40% pour l'instant, qui a déclenché aussi une vague de Wolf que j'ai détecté et qui confirme donc ce mouvement Arkema. Voilà, un vague 1 de baisse, 2 de rebond, 3 de baisse, 4 de rebond, 5 en passant en dessous de l'oblique formé par les points 1 et 3. On s'installe en dessous, on le réintègre en gap et le mouvement se confirme aujourd'hui. On a aussi une structure, pourquoi pas en tas séance. La cible, donc, ça donne cet oblique formé par les points 1 et 4 ici, et donc un mouvement qui pourrait mener jusqu'à 88 sur le titre si le mouvement aussi veut bien se confirmer pour l'instant. Donc voilà, la vague de Wolf qui s'est formée ici, intéressante, sur Arkema, qui a été recommandé en plus par Investir, je crois, cette semaine. Donc un niveau intéressant aussi à 69,15 qui a été réintégré ici. Autre capitalisation dont on avait, petite capitalisation cette fois-ci, dont on avait parlé souvent, c'est Bilundi. Bilundi, je vous avais indiqué il y a longtemps cette structure en épaule, tête-épaule, inversée, avec
l'épaule, la tête, l'épaule bien tordue, mais le throwback, enfin l'accélération autour de la ligne de cou, sortie, throwback. Et l'accélération s'est produite à la hausse ce matin. Alors le titre a été suspendu un moment et ne prend plus que 10%, mais on est quasiment parfaitement allé chercher la cible de notre figure graphique à 27,30, 27,50. Donc un parcours haussier intéressant pour Bilindi et une cible qui a été quasiment atteinte. Et dernier titre que je voulais vous montrer, attention, toute petite capitalisation assez spéculative, mais une configuration qui est intéressante graphiquement, c'est BD Multimédia qui forme cette structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, ligne de cou ici, et qui, eh bien, donc voilà, réagit au sein de ce range, un titre qui donc a préservé la ligne de tendance baissière et a rebondi dessus, au-delà de laquelle elle évoluait, cette oblique baissière, et donc une figure à surveiller. La ligne de coup se situe ici, avec donc ce niveau a débordé de 1,4555. Il a buté dessus ce matin. Si elle le déborde, c'est 2,17. Attention, j'insiste, c'est un titre très peu liquide. Hein. Il y a 8000 titres échangés à 1,40 €, donc très très peu liquide. Donc prudence, des titres sur lesquels on travaille avec un money management très serré, moins d'exposition. Mais pourquoi pas une recovery de long terme pour le titre BD Multimédia. Voilà les titres que je voulais vous montrer pour cette semaine, pour ce début de semaine, et donc les niveaux techniques qu'il faudra suivre au cours d'une semaine technique d'échéance des marchés dérivés. Au moment où je vous parle, eh bien, on a retracé pas mal sur l'indice CAC 40, on a retracé aussi sur le DAX, donc vous voyez beaucoup de volatilité à prévoir encore. On est toujours haussier, vous avez les niveaux techniques, soyez prudents et excellente semaine à toutes et à tous.